Dans un monde rempli de petits accidents industriels, rares sont ceux aussi terrifiants que les accidents sur les plateformes pétrolières au milieu de l'océan. Voici quelques-uns des accidents les plus incroyables impliquant des plateformes pétrolières en mer. Vous avez peut-être déjà vu ces histoires individuellement sur cette chaîne, alors utilisez les ci-dessous dans la description ci-dessous pour naviguer entre ces histoires dans cette compilation. Explosion et incendie sur la plateforme Piper. Tout le personnel a abandonné la plateforme. Bon sang, c'est vraiment en feu, non? Oui, c'est déjà en feu. Le 6 juillet 1988, la plateforme pétrolière Piper Alpha explose et sombre dans la mer du Nord, tuant 165 hommes dans ce qui peut presque être décrit comme une suite d'événements raisonnables. Au début des années 70, un groupe de 4 entreprises collabore pour explorer et trouver du pétrole en mer du Nord. En 1972, ils obtiennent une licence d'exploration et en 1973, ils découvrent le champ pétrolifère Piper. Les 4 entreprises forment une coentreprise appelée Occidental Petroleum Company Limited, OPCAL, et commencent les travaux de construction de la plateforme pétrolière Piper Alpha, ainsi que des pipelines pour transporter le pétrole jusqu'au terminal pétrolier de Flotta, sur les îles Orcades, qui recevra et traitera le pétrole. La plateforme Piper Alpha est construite par McDermott Engineering et Union Industrial Enterprise en 4 modules séparés par des murs coupe-feu. En 1975, les modules sont assemblés sur le site de McDermott à Ardersier, en Écosse, puis transportés par flottaison jusqu'au champ pétrolier Piper, situé dans une profondeur d'eau de 475 pieds. Le module A est le module de forage. À l'opposé de la plateforme se trouve le module D, les quartiers d'habitation. Les modules sont agencés pour que les activités à haut risque soient éloignées des quartiers d'habitation et de la salle de contrôle. En 1976, la production de pétrole commence avec 250 000 barils de pétrole par jour et augmente à 300 000 barils par jour lors de la première phase de production, qui est limitée uniquement au pétrole. Piper Alpha est la plateforme pétrolière centrale. Le principal oléoduc va de Piper Alpha à Flutter. La plateforme Claymore pompe du pétrole dans l'oléoduc principal à Vanct Mills, à l'ouest de Piper Alpha. La plateforme Tartan envoie le pétrole vers la ligne principale via Claymore. Cela signifie que Piper Alpha transporte son propre pétrole, tandis que Tartan rejoint la conduite à Claymore. Piper Alpha est l'une des plateformes pétrolières les plus lourdes en activité en mer du Nord. En 1978, une reconstruction majeure est lancée afin de se conformer aux exigences britanniques de conservation du gaz, pour récupérer le gaz qui est généralement torché ou brûlé comme sous-produit de l'extraction du pétrole. À la fin de 1980, un module de conservation du gaz a été installé dans les modules B et C, entre la salle de contrôle et le puits de forage, afin de récupérer le gaz et de le transporter jusqu'à St Fergus, au nord d'Aberdeen, en Écosse. La salle de compression du gaz et la salle de contrôle sont séparées par un mur coupe-feu. Le gaz et le pétrole sont produits dans ce qu'on appelle la production de phase 2. Tartan et Claymore pompent tous deux du gaz vers Piper Alpha, qui à son tour envoie tout le gaz vers la plateforme de compression de gaz MCP1, située à 30 miles au nord-ouest de Piper Alpha, puis vers St Fergus sur le continent. La production de pétrole et de gaz de la phase 2 se poursuit pendant une bonne partie des années 80. À la fin des années 80, une reconstruction majeure et des travaux de maintenance sont prévus. En juillet 1988, 6 grands projets sont en cours, y compris le remplacement du module de conservation du gaz. OPCAL avait initialement prévu de rediriger le gaz de Tartan et Claymore, puis d'arrêter complètement Piper Alpha pendant la reconstruction. Mais afin de maintenir la production, ils ont trouvé des mesures de sécurité raisonnables. Durant la remise à neuf, ils ont maintenu une production de 120 000 barils de pétrole par jour. Afin de remplacer le module de conservation du gaz sur Piper Alpha, la plateforme revient à la production de phase 1, où elle produit du pétrole et brûle le gaz en torchère. Le module de conservation du gaz est retiré. Le gaz provenant des plateformes Tartan et Claymore est toujours acheminé via Piper Alpha. À midi, le 6 juillet 1988, 2 pompes à condensat A et B séparent le condensat du gaz afin qu'il puisse être traité ultérieurement dans différentes usines. Le condensat est une forme légère de pétrole brut qui se sépare du gaz lors du changement de pression et de température entre le puits sous la mer et la plateforme. La pompe A est arrêtée pour une inspection et un entretien semestriel. D'abord, à plusieurs mètres sur la même conduite, la soupape de sûreté sera inspectée et entretenue. Un ingénieur retire la soupape de sûreté.
Le tuyau de condensat ouvert est temporairement scellé avec un couvercle, qui est un disque métallique plat. Le couvercle est serré à la main afin que la soupape de sécurité puisse être facilement remise en place après son entretien. À 17h55, l'inspection et l'entretien ne sont pas encore terminés. À la fin de son service, l'ingénieur remplit un permis qui indique que la pompe A n'est pas prête et ne doit en aucun cas être mise en marche. À 18h, l'équipe de jour termine et l'équipe de nuit commence. 62 hommes assurent maintenant le fonctionnement de Piper Alpha, tandis que 164 hommes mangent, dorment et essaient de se détendre dans les quartiers d'habitation. Le chef d'équipe est occupé, alors l'ingénieur place le permis dans la boîte d'équipement concernée et part sans discuter du bris desserré. À 18h, il y a aussi un changement d'équipe pour les plongeurs de Piper Alpha. Les plongeurs entrent dans l'eau sous le labyrinthe de tuyaux. Quand ils commencent leur service, ils descendent un escalier en acier et s'équipent maintenant sur une plateforme en acier. La plateforme se trouve sous le module B de traitement du pétrole, qui peut devenir glissant. Pour éviter cela, la plateforme métallique est perforée de trous. Ces trous remplissent deux fonctions. Les bords surélevés offrent aux travailleurs une meilleure adhérence lorsqu'ils se déplacent autour de la structure et ils permettent aux gouttes d'huile de tomber à travers les trous plutôt que de s'accumuler, ce qui constituerait un danger. Les plongeurs doivent retirer leurs bottes puis enfiler leur combinaison étanche. Mais ces trous perforés sont tranchants, ce qui est bon pour l'adhérence mais désagréable pour rester debout pieds nus. Les plongeurs prennent donc la décision raisonnable d'installer un tapis en caoutchouc. Ils s'équipent et entrent dans l'eau à 19h. Piper Alpha dispose d'un système automatique de lutte contre l'incendie. Si un incendie est détecté, le système démarre automatiquement les pompes diesel. Ces pompes diesel peuvent aspirer d'énormes quantités d'eau de mer à 36 mètres sous la ligne de flottaison. Un réseau de tuyaux arrose ensuite les pompes pour éteindre toute flamme. Lorsque des plongeurs sont dans l'eau, le système de lutte contre l'incendie est placé en mode manuel. Si les pompes se mettent en marche automatiquement et qu'un plongeur se trouve près de l'entrée à 36 mètres, il pourrait être aspiré contre la grille d'admission et, au mieux, rester coincé jusqu'à ce que les pompes soient arrêtées ou être écrasé par l'eau qui se précipite pour remplir la conduite d'admission. La procédure sur la plateforme Claymore consiste à laisser le système automatique en marche tant que des plongeurs sont dans l'eau, sauf s'ils travaillent à moins de 3 à 5 mètres de la conduite d'admission. Dans ce cas, comme sur Piper Alpha, il désactiverait le système automatique et fonctionnerait en mode manuel en cas d'incendie. Les inspecteurs de la santé et sécurité ont recommandé que Piper Alpha adopte la même procédure, mais en raison des travaux de reconstruction et maintenance, la mise en œuvre a été reportée. Le 6 juillet 1988, les plongeurs ne travaillent près d'aucun tuyau d'admission. Plus haut dans le pipeline, de la glace de méthane provoque un blocage qui arrête automatiquement la pompe B à 21h45 pour éviter une montée de pression dans le pipeline et les ingénieurs ne parviennent pas à la redémarrer. Les ingénieurs s'entretiennent avec le chef d'équipe pour savoir s'ils peuvent démarrer la pompe A. Il lit le permis de travail pour la pompe A et constate que l'inspection et la maintenance prévues n'ont pas encore commencé. La pompe A est fonctionnelle et, tout comme déplacer l'entretien annuel de votre voiture d'un jour à l'autre, il est raisonnable de reporter l'inspection et de démarrer la pompe A afin de réduire la pression dans le pipeline pendant qu'il dégage le blocage. Mais le permis pour l'entretien de la soupape de sécurité sur le même pipeline est rangé dans une autre boîte de classement, car la pompe et la soupape de sécurité se trouvent à des endroits différents. Ainsi, il ne voit pas l'instruction de ne démarrer la pompe A sous aucun prétexte. Sous la pression de remettre le pipeline en service et en se concentrant uniquement sur la pompe A à un endroit, le chef d'équipe donne son accord pour démarrer la pompe A sans savoir que la plaque d'obturation n'est serrée qu'à la main. En fait, comme la soupape de sécurité se trouve à plusieurs mètres de là et à un niveau différent, les ingénieurs ne voient pas que la soupape de sécurité a été retirée. À 21h52, la pompe A est mise en marche. Le condensat s'écoule dans la conduite et, presque immédiatement, les ingénieurs entendent un son aigu lorsque le gaz s'échappe à travers le disque métallique serré à la main qui couvre l'emplacement de la soupape de sécurité. Des alarmes de gaz localisées retentissent et les hommes sur la plateforme recherchent rapidement la source de la fuite. À 21h55, le condensat volatile s'enflamme et une explosion traverse le mur coupe-feu séparant le module de conservation du gaz et le centre de contrôle. La salle de contrôle est presque détruite et plusieurs membres clés du personnel sont tués dans l'explosion. Jeff Bollins, un chef d'équipe, survit à l'explosion et appuie immédiatement sur le bouton d'arrêt d'urgence, fermant ainsi les principales vannes qui coupent l'arrivée de tout le gaz lors de l'extraction du pétrole. Il s'échappe ensuite de la zone avec d'autres hommes valides.
Des débris de l'explosion endommagent un petit tuyau de condensat qui s'enflamme dans la flamme de l'explosion. Aucune alarme n'est activée dans le module D, les quartiers d'habitation de la plateforme, et comme le centre de contrôle a été détruit, personne ne donne ni ne reçoit d'instructions pour évacuer. Les opérateurs de Tartan et Claymore peuvent voir que quelque chose ne va pas, en voyant les explosions qui illuminent le ciel à 20 000 de là. Mais ils continuent à pomper du pétrole et du gaz parce qu'ils n'ont pas l'autorisation pour arrêter la production, ce qui pourrait prendre des jours à redémarrer. À 22h04, l'opérateur radio David Kinraid envoie un appel de détresse Mayday. Explosion et incendie sur la plateforme Piper. Tout le personnel a abandonné la plateforme. À 22h05, la station de garde-côte d'Aberdeen dépêche un hélicoptère de secours Seeking 138 depuis la station de recherche et de sauvetage de Lotimus. La Royal Air Force dépêche un Hawker Siddeley Nimrod depuis sa base de Kinloss pour agir en tant que commandant sur zone. Les navires de soutien en mer du Nord reçoivent le signal de détresse et se préparent à agir comme navires de sauvetage ou hôpitaux flottants. À 22h06 dans le module B, un réservoir de stockage de pétrole brut se rompt sous l'effet de la chaleur. La zone est rapidement inondée de pétrole qui s'enflamme et dégage un épais panache de fumée noire. Le pétrole en feu coule sur la plateforme de plongée et commence à s'accumuler sur le tapis en caoutchouc qu'ils ont installé. L'incendie qui s'accumule prend de l'ampleur jusqu'à 22h20 lorsqu'il perce le pipeline Tartan qui se rompt de façon explosive, alimentant l'enfer avec près de 30 tonnes de gaz par seconde. Les marins à bord de navires situés à plus d'1 mille de distance sentent l'explosion se propager dans l'air. À 22h30, le navire de soutien Taros s'approche de Piper Alpha. Il agit comme un navire multifonction, avec logement, hôpital, équipe de plongée en saturation, installation de recherche et de sauvetage, et canon à eau haute pression. Il utilise ces canons à eau lorsque c'est possible, mais ils sont trop puissants pour être utilisés à pleine force, ce qui pourrait blesser ou tuer toute personne touchée par l'eau à haute pression. Une zone de triage et de réception est installée sur le pont d'hélicoptère du navire, avec un médecin offshore et des ambulanciers plongeurs de l'équipe de plongée en saturation Taros. Le navire de soutien Sandhaven arrive sur les lieux et déploie un bateau rapide de recherche et de sauvetage pour trouver des survivants dans l'eau. À 22h50, le pipeline menant à la plateforme gazière MCP1 cède et explose. Le gaz en expansion s'échappe à nouveau du pipeline et projette des flammes à plus de 90 mètres dans les airs. Le bateau de sauvetage rapide du Sandhaven est piégé par les débris de l'explosion. La structure en acier de Piper Alpha fond, forçant le Taros à battre en retraite à cause de la chaleur. La plateforme Claymore arrête de pomper vers Piper Alpha, mais le pipeline de 20 000 contient encore un volume important de condensat et de gaz sous haute pression. Les hommes sur Piper Alpha sautent soit de la plateforme dans les eaux glacées de la mer du Nord, soit ils sont piégés dans les quartiers d'habitation du module D, qui se remplissent de fumée noire. Mark Reed pense à son petit garçon de 14 semaines alors qu'il saute de 53 mètres depuis l'héliport. À 23h18, la conduite de gaz Claymore se rompt et explose. L'accumulation de pression dans le pipeline rejoint maintenant le gaz du pipeline Tartan pour alimenter l'incendie pendant des heures. À 23h35, l'hélicoptère Seeking Rescue Sen 38 de Lotimus arrive sur les lieux et la logistique pour transporter les survivants et le personnel clé entre les navires et l'hôpital sur le continent commence. Le personnel non essentiel est évacué des lieux et remplacé par des ambulanciers venus d'autres plateformes et navires. À 23h50, 2 heures après la première inflammation issue de la soupape de sécurité de la pompe A, la structure commence à s'effondrer. L'incendie, alimenté par les conduites de gaz qui sortent de la mer sous Piper Alpha, brûle à plus de 1000 degrés. Il a fait fondre la base de la structure et maintenant l'infrastructure commence à s'effondrer dans l'océan. Puis le module D, les quartiers d'habitation, passe sous la ligne de flottaison avec près de 100 hommes attendant le signal d'évacuation. Le navire de recherche et sauvetage piégé du Sandhaven est aspiré dans la structure qui coule. 2 membres d'équipage du bateau sont tués, ainsi que 6 membres de l'équipage du Piper Alpha qu'ils avaient déjà sauvés de l'eau. Le capitaine est le seul homme à survivre. À minuit 45, il ne reste plus que le module de forage A. Au cours des heures suivantes, des bateaux et des hélicoptères de recherche et de sauvetage localisent bombes des survivants et des corps. À 7h25, les derniers survivants sont transportés à l'hôpital d'Aberdeen. 167 hommes sont morts, 61 ont survécu. 30 corps n'ont jamais été retrouvés.
Il faut 3 semaines à une équipe spécialisée de lutte contre l'incendie pour éteindre le feu. À la fin de 1988, une équipe de plongée en saturation a récupéré le module d'habitation D à 145 mètres de profondeur, ainsi que les corps de 87 hommes piégés à l'intérieur. Bien qu'il ne soit pas raisonnable de s'attendre à un tel résultat, les décisions prises en cours de route étaient des décisions raisonnables. Tant que ces décisions restaient isolées, Piper Alpha fonctionnait dans une sécurité relative. Mais lorsque ces décisions se sont enchaînées, elles ont créé une succession d'événements mortels. Les plateformes pétrolières en mer sont conçues pour résister aux conditions météorologiques les plus extrêmes. Au milieu de l'océan, à des centaines de kilomètres de la terre ferme, l'équipage de l'Ocean Ranger plaçait sa confiance dans la technologie et l'intégrité de la plateforme pétrolière. Mais quand mauvaise formation, conception défaillante et météo extrême se combinent, même leur confiance ne les sauve pas. L'Ocean Ranger est une plateforme de forage offshore semi-submersible et autopropulsée, opérant dans une zone appelée les Grands Bancs. Elle appartient à une société américaine, Ocean Drilling and Exploration, ou ODECO pour faire court. Elle est affrétée par Mobile Oil Canada, qui détient les droits de forage pour le champ pétrolifère d'Hibernia. Mobile Oil Canada est une filiale de la société américaine Mobile Corporation. Au moment de sa construction, c'est la plus grande plateforme semi-submersible du monde. La plateforme pèse près de 25 000 tonnes. Elle mesure environ 121 mètres de long, 110 mètres de large et 103 mètres de haut, ce qui équivaut à la hauteur d'un immeuble de 30 étages. Bien sûr, lorsqu'elle flotte, près d'un tiers de sa hauteur se trouve sous la ligne de flottaison. Elle flotte sur 2 pontons de 122 mètres de long qui se trouvent à 24 mètres sous la ligne de flottaison. Ces pontons possèdent des compartiments de ballast qui peuvent être partiellement remplis d'eau de mer. Cela aide à stabiliser la plateforme en cas de mer agitée. Elle est capable de forer à des profondeurs océaniques de 1500 pieds. Les Grands Bancs se trouvent dans l'océan Atlantique Nord, à 166 000 à l'est de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, au Canada. Ils sont connus pour leurs riches réserves de pétrole et de gaz. Ils sont également connus pour ces conditions météorologiques extrêmes, surtout en hiver. Et la profondeur de l'océan dans cette zone varie de 100 à 600 pieds. Le matin du 14 février 1982, 84 membres d'équipage à bord de l'Ocean Ranger reçoivent un bulletin météo annonçant qu'une violente tempête hivernale approche rapidement des Grands Bancs. La tempête est liée à un important cyclone atlantique. À cette période de l'année, la région est souvent soumise à des phénomènes météorologiques extrêmes, et la tempête qui approche s'annonce particulièrement puissante. L'Ocean Ranger est conçu pour résister à une tempête aussi extrême. La plateforme a déjà résisté à des conditions difficiles, ce qui a amené l'équipage et les opérateurs de la plateforme à avoir confiance en sa capacité à affronter cette tempête. L'équipage de l'Ocean Ranger se prépare au mauvais temps. Les procédures standards consistent à sécuriser tout équipement non fixé, à vérifier que toutes les portes et hublots étanches sont bien fermés et à assurer la stabilité de la plateforme en gérant ses ballasts. Le système de contrôle des ballasts est essentiel pour la stabilité de la plateforme. Il régule la quantité d'eau dans les ballasts situés sous la plateforme, permettant ainsi à la plateforme d'ajuster sa flottabilité et sa stabilité en fonction des conditions de mer. En prévision de la tempête, l'équipage vérifie minutieusement le système. Même s'ils commencent à prendre ces précautions nécessaires, il n'y a pas de raison immédiate de s'inquiéter. Ils savent que la plateforme a déjà résisté à ce genre de tempête. Malgré la gravité attendue de cette tempête, les opérations régulières sur la plateforme se poursuivent. À la tombée de la nuit, la tempête atteint l'Ocean Ranger. Des vents violents et des vagues gigantesques font paraître minuscule l'immense Ocean Ranger. LS est conçu pour résister à des vents allant jusqu'à 100 nœuds et à des vagues atteignant 34 mètres de haut, mais cette tempête s'avère extraordinairement puissante, avec des vagues qui dépassent les limites calculées de la plateforme. À 19h, une vague scélérate frappe une plateforme voisine, la Sedco 706, qui est également exploitée par Mobile. La vague endommage l'équipement du pont et emporte un canot de sauvetage. Malgré la dégradation du temps et l'état de la mer qui empire, l'Ocean Ranger poursuit ses opérations de forage. L'équipage a confiance dans la plateforme, et la culture de l'industrie offshore veut que les interruptions des opérations soient évitées à tout prix. Cependant, les conditions deviennent difficiles. L'équipage doit manœuvrer la plateforme par temps de tempête en travaillant pour que tout fonctionne correctement et en toute sécurité.
Cela exige une surveillance continue des systèmes, surtout du système de contrôle du ballast, crucial pour la stabilité de la plateforme en mer agitée. La communication avec la Terre continue pour informer sur l'état de la plateforme et l'évolution de la situation. Cet engagement à poursuivre les opérations malgré la dégradation des conditions météorologiques témoigne du niveau de confiance qu'ils ont dans la conception et les capacités de l'Ocean Ranger, ou peut-être de leur crainte de représailles s'ils abandonnent leur poste. Des vagues de 17 à 20 mètres frappent l'Ocean Ranger. Une vague scélérate s'abat sur la plateforme juste après minuit. Cette vague scélérate est nettement plus grande que les autres vagues de la tempête qui poussent déjà l'Ocean Ranger à ses limites calculées. La vague frappe avec une telle force qu'elle brise la vitre d'un hublot dans la salle de contrôle du ballast, le centre nerveux responsable du maintien de la stabilité de la plateforme. Le hublot se trouve à seulement 7,50 m au-dessus de la ligne de flottaison. À chaque nouvelle vague, l'eau de mer s'engouffre dans la pièce par le hublot brisé. Cette pièce regroupe des équipements électroniques et des panneaux de contrôle gérant les systèmes des réservoirs de ballast. L'eau de mer inonde le centre de contrôle, provoquant rapidement des dysfonctionnements des systèmes. L'eau de mer provoque d'importants courts-circuits électriques dans le système, entraînant la défaillance de composants clés du système de contrôle des ballasts. À 21 h, l'opérateur radio du SEDCO 706 capte une communication radio de l'Ocean Ranger décrivant comment les vannes des systèmes de ballast de l'Ocean Ranger semblent s'ouvrir et se fermer toutes seules. L'équipage n'arrive pas à contrôler l'assiette et l'inclinaison de la plateforme qui devient de plus en plus instable. Alors que l'équipage tente de gérer le ballast manuellement, la tempête s'aggrave et davantage d'eau de mer envahit le centre de contrôle. Sans la capacité de contrôler correctement les réservoirs de ballast, la plateforme commence à s'incliner ou à pencher vers l'avant. Cela signifie qu'à mesure que la plateforme affronte les vagues, sa proue s'enfonce de plus en plus dans chaque vague suivante, ce qui la pousse davantage dans l'eau au lieu de lui permettre de monter et de passer par-dessus les vagues. L'eau commence à inonder les puits aux chênes avant situés dans les colonnes de soutien d'angle. L'équipage chargé du contrôle du ballast cumule les handicaps. L'eau cause des ravages dans le système de contrôle automatique, mais ils n'ont pas la formation adéquate pour savoir comment contrôler le système manuellement. Ils n'ont même pas de manuel pour savoir comment désactiver le système automatique et prendre le contrôle manuel. Cela n'aurait peut-être de toute façon aucune importance. Lorsque la proue s'enfonce, cela force la poupe à sortir davantage de l'eau. Les pompes de contrôle du ballast se trouvent à l'arrière du navire. À mesure que la proue coule et que la poupe se soulève, les pompes de ballast n'ont pas la puissance nécessaire pour pomper l'eau sur une pente aussi longue et la rejeter à l'arrière. Le degré d'inclinaison augmente à chaque heure qui passe. L'équipage commence à mettre en œuvre les procédures d'urgence. Il s'agit de séries d'actions prédéfinies conçues pour reprendre le contrôle de la stabilité de la plateforme et éviter une catastrophe totale. Ils tentent sans succès de contrôler manuellement les ballasts. Ils arrêtent toutes les opérations de forage et se préparent à une éventuelle évacuation. Ils arrêtent tous les systèmes et opérations non essentielles sur la plateforme afin de concentrer toutes les ressources sur la gestion de crise. Ils cisaillent la tige de forage et se détachent du dispositif de prévention des éruptions, ce que Deepwater Horizon n'a pas pu faire. Je vais laisser un lien vers cette vidéo ici. Bien que l'équipage soit expérimenté et ait été formé pour les situations d'urgence, la combinaison d'une tempête violente, d'un équipement défectueux et d'une plateforme inclinée crée une situation exceptionnellement difficile et dangereuse. À 00h52, l'Ocean Ranger lance un appel de détresse. Le navire de soutien en attente, le Seaforth Highlander, est prié de s'approcher. Les contre-mesures contre l'inclinaison de 10 à 15 degrés s'avèrent inefficaces. La garde côtière canadienne et les hélicoptères de Mobile sont alertés juste après 01h00. Les hôpitaux de Saint-Jean sont mis en alerte. Les navires de soutien, Bolton Tour et Norditor, les navires de secours du SEDCO 706 et du Zapata Uglund sont réquisitionnés par la garde côtière canadienne pour apporter leur assistance. En situation d'urgence, les gardes-côtes ont le droit de prendre le contrôle d'un navire en mer afin de porter assistance en cas d'urgence. J'ai été réquisitionné dans les eaux autour du Cap lorsqu'une petite embarcation a perdu ses moteurs. Les gardes-côtes ont dirigé mon équipage et moi vers la zone, mais lorsque nous sommes arrivés, un autre navire plus grand était déjà sur place et était plus à même d'aider que le voilier dans lequel je me trouvais. Les navires de soutien qui approchent de l'Ocean Ranger subissent la même tempête hivernale que l'Ocean Ranger.
Des vents violents, une mer agitée et une mauvaise visibilité créent ainsi des conditions dangereuses qui limitent la capacité des équipes de secours à atteindre le Ranger. Ils doivent naviguer à travers la tempête violente, atteindre l'Ocean Ranger de plus en plus instable, puis évacuer l'équipage dans des conditions extrêmement difficiles. Chaque minute compte. À 01h30, l'Ocean Ranger transmet son dernier message. Il n'y aura plus aucune communication radio de l'Ocean Ranger. Nous allons au poste d'embarquement des canots. Abandonner un bateau dans l'océan est une décision très difficile. Aujourd'hui, la règle générale est que vous montez sur votre radeau de sauvetage, ce qui signifie que votre bateau a déjà coulé sous vous. Mais évacuer une plateforme pétrolière en mer ajoute plusieurs dimensions de complexité. Rassembler l'équipement de survie, vérifier que l'équipage porte des gilets de sauvetage et préparer les canots pour l'évacuation, tandis que la plateforme penche. Abandonner la plateforme est le dernier recours de l'équipage, signifiant quitter sa sécurité apparente pour affronter la tempête en canot de sauvetage. Ça doit être terrifiant de quitter un immense navire détruit par la tempête pour monter dans un petit canot qui, en comparaison, a la taille d'une baignoire. Ces préparatifs se déroulent dans une atmosphère de panique et de confusion croissante, l'équipage étant pleinement conscient que leur vie ne tient qu'à un fil. Les canots de sauvetage sont conçus pour être mis à l'eau même dans des conditions extrêmes, mais la forte gîte de l'Ocean Ranger rend cela extrêmement difficile. L'équipage peine à les mettre à l'eau malgré la plateforme inclinée, le vent fort et les vagues énormes. Les canots de sauvetage utilisent un système de mise à l'eau par gravité, nécessitant que la plateforme soit à niveau. L'équipage réussit à en mettre au moins un à l'eau. Le navire de soutien Seaforth Highlander arrive sur place. Ils peuvent voir des corps flottant dans l'eau. Un canot de sauvetage avec 8 ou 9 hommes s'approche d'eux. Le canot de sauvetage passe derrière la poupe et vient se placer le long de leur arrière bâbord. Le Seaforth lance des cordages vers le canot de sauvetage, mais avant de pouvoir embarquer quelqu'un, le canot est violemment projeté contre la coque du Seaforth Highlander et s'effondre. Les hommes dans l'eau s'accrochent au canot de sauvetage, qui reste retourné. Le Seaforth lutte contre la houle et le vent pour atteindre les hommes. Il succombe lentement au froid. Un seul homme est vu, portant une combinaison de survie orange. Le Seaforth se met en position et manque de peu de le découper avec ses hélices. L'équipage lance un grappin pour ramener l'homme à bord. Le grappin accroche son gilet, mais il disparaît sous la surface. Il est impossible de sortir des hommes de l'eau dans de telles conditions avec l'équipement et l'agencement du pont actuel. Les secours de la garde côtière, des navires marchands, des bateaux de ravitaillement, des avions et des hélicoptères convergent vers les lieux. Les sauveteurs luttent contre des vagues gigantesques, des températures glaciales et des vents puissants alors qu'ils recherchent des survivants. À 2h30, le premier hélicoptère de secours arrive sur les lieux. Le capitaine Mike Clark, pilote de l'hélicoptère de recherche et de sauvetage de Gander, descend le technicien de recherche et de sauvetage, le caporal-chef Randy Brown, à l'aide d'un câble de 24 mètres dans l'eau glacée et la tempête hurlante pour tenter de récupérer le premier homme qu'ils aperçoivent. Il est déjà mort. La neige et les vagues, estimées à 16 mètres, rendent leurs efforts impossibles. C'est la première et la dernière tentative de sauvetage aérien. Les conditions sont trop dangereuses. En survolant la zone de recherche, les hélicoptères de secours luttent contre des vents approchant les 145 km/h. La mer démontée rend la récupération des corps impossible. Le capitaine Clark tente plutôt de guider les navires de soutien vers les corps dans l'eau. Il devient rapidement évident que les navires de ravitaillement doivent lutter pour leur propre survie. Envoyer des hommes sur le pont pour récupérer des corps serait une mission suicide. Un hélicoptère de sauvetage atterrit pour se ravitailler sur une autre plateforme. La plateforme tangue violemment dans la mer démontée. L'équipage de l'hélicoptère, souffrant du mal de mer, doit abandonner le ravitaillement et retourner à sa base à terre. La forte inclinaison de la plateforme s'aggrave jusqu'à atteindre un point critique où la plateforme n'est plus stable. À 03h13, l'Ocean Ranger chavire et disparaît sous la surface. L'opération de recherche et de sauvetage devient une opération de récupération. Dans les jours qui suivent, des débris et des effets personnels de l'Ocean Ranger s'échouent sur la côte de Terre-Neuve. Même si les hôpitaux de Saint-Jean sont en alerte, aucun patient de l'Ocean Ranger n'est admis. Les 84 membres d'équipage à bord de l'Ocean Ranger ont péri. Seuls 22 corps sur les 84 membres d'équipage sont retrouvés. Ils sont amenés au quai 17 dans le port de Saint-Jean. Les journalistes sont tenus à l'écart afin qu'aucune photo ne soit prise. Un chalutier russe,
le Mekhenik Tarasov, coule lors de la même tempête. Les corps des marins russes sont amenés au même quai. Les membres d'équipage en repos de l'Ocean Ranger ont été invités à vérifier les corps russes pour s'assurer qu'aucun des leurs n'ait été envoyé par erreur en Russie. Après le passage de la tempête, des sonars et des ROV sous-marins sont utilisés pour localiser l'épave de l'Ocean Ranger sur le fond marin. La plateforme repose dans une eau d'environ 30 mètres de profondeur. Il est décidé que cette faible profondeur représente un danger pour le trafic maritime, et donc la plateforme sera renflouée puis coulée dans des eaux plus profondes. Une entreprise européenne obtient le contrat pour renflouer la plateforme. 2 plongeurs sont envoyés récupérer le carburant des réservoirs du ponton. Ils découpent le ponton à l'aide d'un chalumeau. Les gaz provenant du carburant s'enflamment, provoquant une explosion qui tue les 2 plongeurs. Un autre plongeur est tué une semaine plus tard lorsqu'un gros morceau de débris métallique tombe du navire de renflouement et l'écrase contre la plateforme coulée, portant le nombre total de morts de l'Ocean Ranger à 87 hommes. Dans les pires catastrophes, l'incrédulité, la complexité des prises de décision et l'indécision entraînent une perte de temps qui donne toujours l'avantage aux événements en cours. Le 20 avril 2010, lors du forage sur le site de Macondo, une explosion sur la plateforme pétrolière Deepwater Horizon tue 11 membres d'équipage et déclenche une boule de feu visible à 65 km à la ronde. 2 jours plus tard, la plateforme coule sous la ligne de flottaison, laissant derrière elle la plus grande marée noire de l'histoire. Deepwater Horizon est une plateforme de forage offshore semi-submersible à positionnement dynamique conçue pour de très grandes profondeurs. La plateforme est capable de forer des puits de pétrole dans des eaux atteignant 2400 mètres de profondeur. Son système de positionnement dynamique high-tech utilise 8 propulseurs azimutaux. Chaque propulseur azimutal peut pivoter à 360 degrés pour maintenir la plateforme en position stable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque colonne se remplit d'eau de mer comme ballast, stabilisant la plateforme par gros temps. Elle appartient à la société suisse Transocean et est exploitée par BP, qui loue la plateforme pour un coût de 496 800 $ par jour. BP fournit ensuite le personnel de la plateforme, le matériel de forage et affrète des navires de soutien pour la maintenir opérationnelle, ce qui ajoute 500 000 $ supplémentaires par jour. À près d'1 million de dollars par jour pour forer un puits de pétrole, on peut dire que la pression est forte pour forer un nouveau puits aussi rapidement que possible et passer au travail plus important de pomper et vendre le pétrole. Elle est également équipée du système e-drill, qui transmet en temps réel les données de forage au personnel technique à Houston, au Texas. Deepwater Horizon fore des puits dans les champs pétrolifères Atlantis et Thunder Horse. Elle est considérée comme une plateforme puissante avec un bilan de sécurité exemplaire. En septembre 2009, la plateforme fore le puits de pétrole le plus profond de l'histoire, atteignant une profondeur verticale de 10 600 mètres dans le champ pétrolifère Tiber, à Keighley Canyon, à environ 400 km au sud-est de Houston. Au cours de sa durée de vie, la plateforme est en fonctionnement pendant 93% de ses jours ouvrables. Le reste du temps est consacré au déplacement entre les sites ou à la maintenance régulière. Elle mesure 112 mètres sur 78 mètres, le pont de forage est presque aussi grand qu'un terrain de football. Son derrick de forage s'élève à 98 mètres dans les airs et possède 2 grues de chaque côté. Une fois stabilisée, elle atteint une profondeur de 41 mètres. Sous le pont, des quartiers d'habitation accueillent jusqu'à 146 personnes, avec salle de sport et cinéma. L'équipage l'appelle un Hilton flottant. Elle dispose de la technologie la plus avancée pour prévenir les éruptions, qui surviennent quand du pétrole ou du gaz sous pression s'échappe sans contrôle. Une étincelle accidentelle lors d'une éruption pourrait provoquer un incendie catastrophique. Elle peut détourner le pétrole et le gaz, puis sceller et se détacher du puits en cas d'éruption. Elle dispose de systèmes pour prévenir les explosions et d'alarmes pour avertir l'équipage. L'équipage s'entraîne régulièrement à réagir aux situations d'urgence et elle compte des chefs expérimentés. Il dispose d'un obturateur anti-éruption de 400 tonnes au fond de la mer, avec plusieurs méthodes différentes pour fermer le puits en cas d'urgence. La méthode la plus extrême utilise de puissantes cisailles hydrauliques pour couper la tige de forage, sceller le puits et déconnecter l'horizon. Ce système s'appelle EDS, ou système de déconnexion d'urgence. Un bouton rouge dans la cabine de forage et sur la passerelle active les cisailles, mais le manuel de Transocean précise qu'elles ne doivent être utilisées qu'en cas exceptionnel. Cela pourrait ne pas avoir d'importance car Transocean n'effectue pas l'inspection de maintenance coûteuse de 92 jours que le fabricant recommande de faire tous les 3 à 5 ans.
Les normes de l'industrie et les réglementations fédérales disent la même chose. BP et un consultant en sécurité de Transocean soulignent que le dispositif anti-éruption de l'horizon, vieux de 10 ans, aurait déjà dû être inspecté. Transocean décide que son programme d'entretien régulier est suffisant pour le moment. En février 2010, le Deepwater Horizon commence à forer sur le site de Macondo au large des côtes de la Louisiane. Le site appartient à BP, Anadarko Petroleum et Moex Offshore. Le matin du 20 avril, l'équipe de forage se réunit pour discuter de la journée avec leurs supérieurs. La tâche principale de la journée est de terminer le puits de l'enfer. Le puits de Macondo a du retard et le Deepwater Horizon est envoyé pour le remettre sur les rails. Entre février et avril, le Horizon fore rapidement, ce qui est une bonne nouvelle pour l'équipe dont les primes sont liées au respect des délais. Forer rapidement augmente les risques. Le Horizon fait face à des forces géologiques puissantes et imprévisibles. Pénétrer rapidement dans une réserve de pétrole et de gaz sous haute pression à 5 km de profondeur est risqué. Le golfe du Mexique possède des formations instables et poreuses, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Le fluide de forage lourd, appelé boue, disparaît sans cesse dans les fissures de la formation rocheuse. La boue est pompée dans le puits de forage pour lubrifier la tête de forage et stabiliser le puits. La boue circule ensuite vers le haut du tuyau de forage, transportant les roches vers le haut et hors du puits jusqu'à la surface. Sur la plateforme de forage, la roche est séparée de la boue qui est ensuite pompée à nouveau vers le bas pour répéter le processus. La perte de boue dans la formation rocheuse poreuse réduit le poids qui pèse sur le pétrole et le gaz en ébullition, provoquant des coups de pression violents qui rendent le contrôle du puits difficile. Quelques semaines auparavant, une violente venue avait coincé des outils de forage valant plusieurs millions de dollars dans le puits. Les opérations ont été suspendues 9 jours pendant que le gaz remontait. Dans le bureau de la plateforme, appelé le Drill Shack, 2 cadres de BP et 2 hauts responsables de Transocean rencontrent Jimmy Harrell, le directeur de la plateforme. Ils sont venus en hélicoptère féliciter l'équipage pour la sécurité et discuter du planning chargé de l'horizon. La plateforme doit terminer le puits Macondo et effectuer plusieurs réparations avant de commencer 2 autres projets prioritaires pour BP. Les dirigeants veulent que l'horizon respecte le planning. Les primes dépendent des économies réalisées et du respect des délais. BP nie avoir fait pression sur l'équipage de l'horizon pour bâcler le travail, mais ses plans pour finir le puits changent constamment pour gagner du temps et augmenter les risques. En début de soirée, il ne reste qu'un test crucial avant que l'horizon bouche le puits Macondo et passe à autre chose. Pendant le test de pression négative, l'équipage retirera la boue lourde du puits et la remplacera par de l'eau de mer plus légère pour voir si la pression augmente dans le pipeline. Si c'est le cas, cela pourrait signifier que du pétrole et du gaz pénètrent dans le tuyau. Aucune norme industrielle ni règle gouvernementale n'existe. Les instructions de BP pour le test comptent 24 mots. Les dirigeants de BP et l'équipe de forage mettent au point les détails techniques mais ne sont pas d'accord sur les résultats du test. Pendant le test, la pression augmente et Wyman Wheeler, qui est responsable des opérations de forage, s'inquiète. Un dirigeant de BP pense que le test s'est bien passé et les responsables de la plateforme débattent de la nécessité de répéter le test. À 20h, le test a été répété et tout le monde est d'accord pour dire que le puits Macondo est stable. Dans quelques heures, la rotation de 21 jours de l'équipe de forage sera terminée et une nouvelle équipe rejoindra la plateforme. Joseph Keith surveille les manomètres de prévention des éruptions. Il n'a jamais vu autant d'activité lors du scellement d'un puits en 7 ans, sur l'horizon. Cela le met mal à l'aise. Autant de tâches effectuées simultanément pourraient fausser ses instruments, mais il ne dit à personne qu'il s'inquiète de la surveillance du puits. À 20h50, l'équipe de forage pompe la boue hors du puits pour le préparer au bouchage. Cela réduit le poids qui pèse sur le pétrole et le gaz. Monsieur Isel, qui est ce responsable du forage, est debout depuis près de 18 heures. Il consulte une dernière fois l'équipe pour vérifier s'il reste des doutes concernant les tests finaux. Ils lui assurent que tout va bien et lui disent d'aller se reposer. À 21h38, le pétrole et le gaz passent à travers le bloc obturateur de puits de 5 étages de l'horizon, situé sur le fond marin. Le bloc obturateur est un dispositif de sécurité ultime, mais une fois que le pétrole et le gaz l'ont dépassé, plus rien ne les empêche de remonter à toute vitesse les 1500 mètres du conduit de montée jusqu'à la plateforme. La boue de forage jaillit et s'échappe du puits comme une fontaine. Un ouvrier sur le pont supérieur aperçoit le flot de boue huileuse et son entraînement prend le dessus. Il cherche de l'aide pour installer une vanne spéciale sur la tige de forage afin de contenir l'éruption. Mais il remarque vite qu'aucun ouvrier n'est sur le plancher de forage. Tous préparent la plateforme pour sceller le puits et rentrer chez eux.
La boue et l'eau jaillissent de la tour de forage dans toutes les directions avec une force incroyable. L'éruption fait un bruit de réacteur, un hurlement aigu et strident. Maintenant, l'ouvrier du pont supérieur descend vers le plancher de forage. Il est instantanément trempé, sa visière de protection est couverte de boue. Un grutier voit la boue se calmer un instant. Il pense que l'équipe de forage a la situation sous contrôle, mais ensuite ça explose à nouveau, encore plus fort qu'avant. Un nuage de gaz brumeux jaillit d'un tuyau en haut du derrick. L'Horizon dispose de 2 moyens pour se défendre contre la montée soudaine de pétrole et de gaz vers la plateforme. L'équipe de forage peut tourner une vanne et détourner la fuite vers la mer, ou bien la contenir sur la plateforme en la dirigeant vers un appareil appelé dégazeur. Le séparateur de boue est préféré pour les petites remontées, car il évite tout nettoyage et toute enquête liée à une fuite de pétrole. L'équipe de forage tente maintenant de contrôler la fuite en utilisant le séparateur de boue. Celui-ci est rapidement submergé. Un nuage de gaz se répand sur le pont arrière. Les 6 moteurs diesel principaux de l'Horizon sont alimentés par des prises d'air au-dessus du pont. Si les moteurs commencent à aspirer de l'air mélangé à du gaz, ils risquent d'accélérer jusqu'à se disloquer. La salle de contrôle des moteurs est située au milieu des 6 moteurs principaux. Une console dans la salle de contrôle signale que les capteurs ont détecté du gaz sur la plateforme. Sur la passerelle, l'équipage ressent une secousse. Kurt Kuchter, le capitaine de 34 ans du navire, sent que quelque chose ne va pas. Il y a un sifflement aigu. Sur la vidéosurveillance, ils peuvent voir de la boue projetée dans l'océan. Les alarmes de gaz commencent à s'allumer sur la console informatique de la salle de contrôle. Le gaz se répand sur la plateforme, du plancher de forage jusqu'au pont principal. Toutes les lumières sont magenta, signalant des niveaux extrêmement élevés de gaz combustible. Le système d'alarme repose sur des dizaines de capteurs placés stratégiquement partout sur l'horizon. Quand un capteur détecte un incendie ou du gaz, une alarme apparaît sur les consoles, non seulement à la passerelle, mais aussi dans la cabine de forage et la salle de contrôle des moteurs. En théorie, cela permet à chacun dans l'un des 3 lieux clés de réagir vite au moindre problème. Ce système est conçu pour déclencher automatiquement l'alarme générale principale afin de signaler l'évacuation de la plateforme s'il détecte des niveaux élevés de gaz. Transocean a supprimé cette fonction automatique et réglé l'alarme générale principale pour activation manuelle. La garde côtière a approuvé ce changement, mais l'équipage a exprimé des inquiétudes concernant la sécurité de ce dispositif. Transocean refusait que des gens soient réveillés à 3h du matin pour une fausse alerte. Une jeune officier de passerelle, Andrea Flatas, est de quart avec son supérieur, Jens Keplinger, l'officier principal responsable du positionnement dynamique. Elle a été formée à donner l'alerte et elle sait qu'ils peuvent aussi activer le système d'arrêt d'urgence, mais elle n'a pas été formée à utiliser ce système. Le système d'arrêt d'urgence couperait la ventilation pour empêcher la circulation du gaz, éteindrait les équipements électriques et limiterait les sources d'inflammation, et même arrêterait les moteurs. Ceci est différent du système de déconnexion d'urgence. Sur la passerelle, il n'active aucun de ces systèmes d'intervention d'urgence. Le système d'arrêt d'urgence d'Horizon repose sur le jugement humain. Transocéan a été averti que les membres d'équipage doivent agir rapidement et correctement sous pression, ce qui rend le système d'arrêt vulnérable. Un consultant en sécurité a déjà demandé à Transocean d'adapter le système pour qu'il fonctionne sans intervention humaine indispensable. Transocean n'est pas d'accord et affirme qu'un système automatique est moins sûr. La plupart des membres d'équipage ne savent rien de l'urgence en cours. Ils dorment, regardent la télévision, appellent chez eux et publient sur Facebook pendant qu'une fine brume de gaz enveloppe le plancher de forage. Les ouvriers qui combattent l'éruption peuvent la sentir et la goûter. Monsieur Isel, responsable du forage, est réveillé après 15 minutes de repos par un appel du pont de forage. Ils essaient de combler le puits, mais ils ont besoin d'aide. En traversant le couloir, ils croisent l'un des cadres de Transocean qui veut savoir ce qui se passe. Il ne répond pas. Les foreurs ont eu la présence d'esprit d'arrêter les pompes qui retirent la boue du puits, mais ils attendent avant de le boucher. Ils savent qu'ils disposent encore du bloc obturateur de puits de 400 tonnes et de ses cisailles hydrauliques pour couper la tige de forage et sceller le puits, mais préfèrent que cette décision soit prise par quelqu'un d'autre. Puis les fluides de forage commencent à se déverser sur le navire Damon Bay, Bankston, un navire de travail de 260 pieds amarré à l'horizon. Le capitaine du Bankston contacte la passerelle de l'horizon par radio et on lui ordonne de s'éloigner. Les hommes en salle de contrôle entendent la conversation sur leur radio. Ils ont accès au système d'arrêt d'urgence. S'ils soulèvent un couvercle en plastique et appuient sur un bouton, les moteurs s'arrêteront en quelques secondes, mais personne n'a donné l'alerte. On leur a signalé un problème de contrôle du puits.
mais ils pensent simplement à un venu habituel. Ils ne savent pas qu'un gaz hautement explosif s'accumule au-dessus d'eux. Il y a un risque à réagir de façon excessive. S'ils arrêtent les moteurs, la plateforme Horizon pourrait dériver, endommager le matériel de forage et provoquer des retards coûteux. Ils estiment ne pas avoir l'autorité pour déclencher l'arrêt d'urgence. La procédure impose d'attendre les instructions de la passerelle. En fait, il n'y a aucune communication ni coordination entre la passerelle, la cabine de forage et la salle de contrôle des moteurs. Les hommes dans la salle de contrôle des moteurs ne font rien. Les lumières d'urgence clignotent sur leur console. Quelqu'un a déclenché un arrêt d'urgence des systèmes électriques et de ventilation près du plancher de forage. La passerelle et la salle de contrôle des moteurs n'ont pas activé l'arrêt d'urgence. Les hommes dans la cabine de forage ont activé un système pour empêcher une explosion sur le plancher de forage, mais ce système n'affecte pas les moteurs ni les systèmes de ventilation généraux. 2 des 6 moteurs de la plateforme fonctionnent, le moteur 3 et le moteur 6. Ils commencent à accélérer. Ils montent dans un sifflement aigu. Un dispositif de sécurité, l'étouffoir, devrait arrêter les moteurs s'ils tournent trop vite, mais le sifflement aigu continue de monter. Dans l'atelier électronique d'à côté, un écran d'ordinateur explose, puis les ampoules commencent à éclater une par une. Les hommes sur le pont de forage saudent les tuyaux et courent vers les escaliers pour quitter le pont principal. Toutes les lumières s'éteignent, les plongeant dans l'obscurité. Ils descendent les escaliers lorsqu'ils sont frappés par une explosion. Le moteur numéro 3 a explosé. La salle de contrôle des moteurs et l'atelier électronique sont les plus proches de la déflagration. La première explosion arrache la porte de l'atelier électronique, frappant un technicien à la tête. Du sang coule sur son visage. Il serre une lampe stylo entre ses dents et commence à ramper. Il atteint une autre porte, mais il est projeté à 10 mètres en arrière par une seconde explosion, celle du moteur numéro 6, il recommence à ramper. Il enjambe 2 hommes sans réaction dans la salle de contrôle des moteurs, supposant qu'ils sont morts. Il atteint ensuite le pont des canaux de sauvetage à l'extérieur de la salle de contrôle. La structure près du moteur numéro 3 a été soufflée, mais les 2 canaux de sauvetage sont intacts. Ils sont conçus pour accueillir 73 personnes. Il envisage de lancer un canot tout seul, mais il décide plutôt d'offrir son aide sur la passerelle. 2 minutes après la première explosion, l'équipage de la passerelle déclenche l'alarme générale pour réveiller l'équipage endormi. Des explosions touchent les membres d'équipage inconscients de la menace. L'un d'eux, faisant la vaisselle en cuisine, est assommé. Un autre, dans la buanderie, se retrouve piégé et blessé. Un opérateur de grue pose la flèche de la grue dans son berceau, puis il est englouti par la fumée et les flammes en sortant de la cabine et en descendant l'escalier en colimaçon. L'onde de choc de la deuxième explosion éteint brièvement le feu, mais le projette aussi la tête la première sur le pont, où il meurt dans une mare de sang, le crâne enfoncé. De l'autre côté du pont, le deuxième opérateur de grue est projeté au fond de sa cabine par la deuxième explosion. Une boule de feu enveloppe le derrick et entoure sa cabine. Monsieur Isel, le chef foreur, est projeté à plus de 6 mètres contre une cloison alors qu'il entre dans son bureau. Il avance à 4 pattes en suivant un courant d'air jusqu'à ce qu'il réalise que c'est du gaz. Il continue de ramper. Il doit sortir. Les membres de l'équipage se dirigent vers la passerelle. La salle de contrôle des moteurs et la cabine de forage sont détruites. Seule la passerelle reste comme centre de contrôle. Ils entrent et trouvent le capitaine Coucheta en train de crier sur l'officier de passerelle, Andrea Flatas, pour avoir déclenché le signal de détresse de l'horizon. Un membre d'équipage hurle au capitaine que la salle de contrôle des moteurs est détruite, qu'il est impossible de maîtriser l'incendie ou de contrôler la plateforme sans électricité. Le navire est hors service. Le capitaine semble incapable de comprendre cette information. Cela fait 9 minutes que la boue a jailli sur le plancher de forage. Le capitaine demande à Andrea Flatis une annonce d'urgence, mais elle, paralysée par la peur, refuse. Maintenant, Yancy Keplinger, l'officier supérieur responsable du positionnement dynamique, prend l'interphone et annonce « Feu, feu, feu ». Il reste encore un moyen d'empêcher l'horizon de sombrer. Ils doivent activer le système de déconnexion d'urgence, ou EDS, qui va signaler au bloc obturateur de puits de libérer l'horizon et de sceller le puits. Un superviseur responsable du système de prévention des éruptions crie au capitaine qu'il active l'EDS. C'est la mesure la plus forte qu'il leur reste pour sauver la plateforme, et il y a encore de la résistance. Quelqu'un dit qu'ils ont besoin de l'accord de Jimmy Harrell, le patron de la plateforme, pour utiliser l'EDS. Jimmy Harrell est sous la douche lorsque les explosions commencent. Une explosion traverse sa cabine. Du verre et de l'isolant sont projetés dans la douche. Il a l'œil blessé, alors, le visage en sang et à moitié aveugle, il se dirige vers la passerelle. Lorsqu'il arrive, le capitaine demande la permission d'activer l'EDS, ce qu'il approuve immédiatement.
Ils doivent démarrer les générateurs de secours pour avoir assez de puissance afin de lancer un moteur et combattre les incendies. 3 membres d'équipage tentent de démarrer les générateurs, sans succès. Cela n'a pas d'importance car un seul membre des 2 équipes de lutte contre l'incendie atteint son poste après les explosions. On ignore si un mauvais entretien ou des dégâts dus aux explosions sont en cause, mais le système de déconnexion d'urgence ne fonctionne pas. L'horizon est relié à un puits qu'ils ne peuvent pas sceller. Il ne reste plus rien à faire à l'équipage, si ce n'est d'abandonner la plateforme. Une foule hébétée se dirige vers les canaux de sauvetage, tandis que sur le pont bondé, ils sentent et entendent les flammes engloutir la tour de forage. L'équipage s'entasse dans les canaux. Des hommes crient au patron de lancer les canaux. La tour de forage en flammes peut s'effondrer à tout moment. Certains pleurent. Le canot de sauvetage numéro 2 part en premier sans beaucoup de ses passagers assignés. Darren Rupinski, le patron du canot numéro 1, refuse de partir avec des places vides. Maintenant, des hommes commencent à sauter du pont des canots de sauvetage dans le golfe. Certains perdent pied sur le pont bondé et tombent à l'eau. L'eau du golfe est calme et ceux qui touchent l'eau peuvent s'éloigner à la nage de l'épave en flammes. Des réservoirs d'azote explosent sur le pont principal. Les 2 canots s'éloignent alors qu'au moins 10 personnes sont encore en vie sur la plateforme. Les 3 membres d'équipage partis démarrer les générateurs reviennent sur la passerelle où se trouvent encore le capitaine, Andrea Flatis et Yancey Keplinger. Ils décident Pansis d'abandonner le navire. Ils trouvent un radeau de sauvetage gonflable, mais ils ont du mal à le détacher du pont, à le gonfler et à le mettre à l'eau. Ils n'ont jamais pratiqué cela lors des exercices d'évacuation. De petites explosions retentissent autour d'eux, des vagues de chaleur montent sous la plateforme. Ils mettent le radeau à l'eau sans réussir à s'éloigner de la plateforme en feu. Le capitaine Kushta nage jusqu'à un canot de sauvetage lancé par le Bangston, prend un couteau et revient pour libérer le radeau. Les derniers survivants sautent du pont d'hélicoptère, à environ 60 mètres de haut. Sur les 126 membres d'équipage à bord, 11 sont morts, la plupart appartenant à l'équipe de forage qui se trouvait à l'épicentre des flammes. En moins de 36 heures, la Deepwater Horizon a sombré sous la ligne de flottaison. Le pétrole a continué de s'échapper du puits jusqu'à ce qu'il soit colmaté le 15 juillet, près de 3 mois après l'accident, ce qui en fait l'une des plus grandes marées noires de l'histoire. Il me semble que dans des accidents de cette ampleur, la prise de décision est compromise par 3 facteurs. L'incrédulité face au fait que les événements en cours se produisent réellement, ce qui est une réaction très humaine à un événement traumatisant. La première étape du deuil est le déni. Une formation qui privilégie comme premier recours la solution la moins coûteuse, ce qui conduit l'équipage à ne pas reconnaître la gravité d'une situation et à devoir déterminer s'ils en font assez pour empêcher la situation de s'aggraver. La plupart du temps, la situation a déjà 5 longueurs d'avance sur eux. Je ne suis pas ingénieur, donc je ne saurais pas dire s'il est possible de fabriquer un obturateur anti-éruption à fonction unique plutôt qu'à plusieurs niveaux de décision. Tout le monde essaie d'éviter d'appuyer sur le bouton parce que le résultat est tellement définitif. Les cisailles coupent le tuyau et cela va coûter des centaines de millions de dollars pour revenir à la position de départ. Peut-être qu'il y a des ingénieurs qui pourraient répondre à cela. Est-il possible de créer un obturateur anti-éruption qui fermerait le puits comme un robinet et s'ouvrirait aussi vite qu'il se ferme ? Imaginez à quel point chacune de ces décisions pourrait être prise facilement si le robinet pouvait être fermé. Un problème résolu sans la pression du temps. Puis 10 minutes plus tard, il serait rouvert. BP et Transocean ont dû payer plus de 20 milliards de dollars en amendes et nettoyage, ainsi que d'autres indemnisations non révélées pour les personnes touchées par l'accident ou la marée noire. Les analystes montrent une perte brute trimestrielle de 17 milliards de dollars pour BP dans les mois qui ont suivi l'accident. En 2011, leurs bénéfices bruts annuels sont remontés à environ 60 milliards de dollars. Le soir du 27 mars 1980, une tempête en mer du Nord, avec des rafales de vent atteignant 72 km à l'heure, provoque des vagues de 12 mètres qui font chavirer la plateforme pétrolière Alexander Kielland, tuant 123 hommes. Mais était-ce seulement la météo qui a dévasté l'Alexander Kielland ? L'Alexander Kielland est une plateforme de forage semi-submersible norvégienne en mer. La plateforme porte le nom du romancier norvégien Alexander Lange Kielland. Elle a été construite dans un chantier naval français comme plateforme de forage mobile et est livrée à Stavanger Drilling en juillet 1976.
Elle est initialement conçue comme une plateforme de forage, mais en raison d'un manque de contrats de forage, la plateforme est temporairement réaménagée pour offrir un hébergement au personnel de plusieurs plateformes voisines. Elle est utilisée comme hôtel flottant, ou flotel, pour les employés de la plateforme voisine EDA 27C. Les travailleurs accèdent au flotel via une passerelle reliant la plateforme pétrolière EDA. Sur le pont, des appartements dans des conteneurs maritimes accueillent jusqu'à 348 membres d'équipage. On y trouve aussi un derrick de forage. Un héliport permet à l'équipage d'être transporté en hélicoptère vers la Terre, d'autres plateformes et d'en revenir. La plateforme ressemble à un terminal d'aéroport animé, avec des hélicoptères qui vont et viennent à toute heure du jour et de la nuit. La plateforme possède 5 colonnes verticales d'une hauteur de 35 mètres et d'un diamètre de 8,5 mètres qui servent de flotteurs pour assurer la flottabilité de la plateforme. Elles peuvent également être partiellement remplies d'eau de mer, ce qui assure la stabilité. Les colonnes sont disposées en 5 points autour de la plateforme, formant un pentagone avec des entretoises reliant les colonnes au pont. Les entretoises sont soudées en place à l'aide d'une soudure d'angle. Une soudure d'angle est un type de soudure utilisée pour fixer une plaque métallique à une autre à un angle de 90 degrés. Les soudures sont soumises à des forces extrêmes provenant des énormes pontons et des entretoises qui tirent dans différentes directions. Sans ces entretoises, la structure serait disloquée par la houle incessante et les tempêtes de la mer du Nord. Les fissures de fatigue dans la soudure d'angle doivent être ressoudées et entretenues régulièrement. Le Keeland mesure 103 mètres sur 99 mètres et pèse plus de 10 000 tonnes. La plateforme possède 6 ancres qui maintiennent l'installation en position. En 1978, plusieurs nouveaux blocs de conteneurs d'hébergement sont ajoutés au pont de forage de la plateforme, augmentant sa capacité totale à 386 personnes. Si un contrat de forage lucratif est obtenu, ces conteneurs sont faciles à retirer. Les membres de l'équipage parlent de la plateforme comme l'une des meilleures de la mer du Nord. En 1980, le Keeland est sous contrat avec Phillips Petroleum. Le 27 mars 1980, la plateforme se trouve à 200 milles à l'est de Dundee, en Écosse. Une tempête approche et l'équipage prépare la plateforme pétrolière EDA à l'impact. À mesure que la tempête se renforce, elle met hors service plusieurs sorties électriques sur la plateforme. Les hélicoptères sont cloués au sol et la direction décide d'évacuer le personnel non essentiel de l'EDA vers la Keeland. L'équipage arrime et sécurise le matériel de forage et de production sur le pont de l'EDA. Le personnel non essentiel et de soutien est transféré vers la Keeland via la passerelle maritime. Les vents atteignent jusqu'à 110 km à l'heure. Des vagues de 15 mètres frappent violemment les deux plateformes. Alors que la houle déferle et que les vents poussent contre la structure, les soudures qui maintiennent les renforts de soutien résistent tant bien que mal aux forces extrêmes. Il y a 212 personnes à bord du Keeland lorsqu'il retire la passerelle maritime et se déconnecte de l'EDA. L'Alexander Keeland dérive légèrement loin de l'EDA. L'équipage qui se transfère sur le Keeland trouve un soulagement dans un espace sûr. Ils lisent, dorment ou mangent à la cafétéria. À 18h30, l'équipage entend un grand bruit qui résonne à travers la plateforme. Il suppose qu'il s'agit d'une énorme vague frappant le pont. Puis 2 autres suivent rapidement, comme un fort craquement suivi d'un tremblement qui résonne à travers la plateforme. Une fissure de fatigue dans une soudure d'angle cède et les entretoises soutenant l'un des flotteurs sont arrachées. Alors que le flotteur est arraché de la plateforme, le poids se déplace instantanément, faisant tomber les gens au sol. Les membres de l'équipage n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Ils sentent que l'Alexander Keeland penche d'un côté. La plateforme s'incline de 40 degrés en quelques secondes. Certains hommes se détendent dans leur cabine et sentent que le Keeland penche sans aucune annonce du centre de contrôle. Ils ne savent pas s'ils doivent rester dans leur cabine ou se rendre à leur poste de rassemblement. L'eau s'infiltre dans les couloirs et les hommes glissent en essayant de se déplacer dans les corridors. Le membre d'équipage John Jansen entend des hommes crier dans les couloirs et dans leur cabine. 130 hommes se rassemblent dans les postes de rassemblement d'urgence désignés, situés dans le mess et le cinéma. John Jansen se fraye un chemin jusqu'au pont pour sécuriser les canaux de sauvetage. Lorsqu'il atteint le pont, tout ce qu'il voit, c'est le ciel sombre et brumeux. La pluie intense et le vent froid fouettent de son visage. Les vagues puissantes continuent de s'abattre sur le pont de la plateforme, provoquant de violentes secousses dans tout le Keeland. La plateforme roule dans la houle, le poids des canaux de sauvetage se déplace et 3 des 7 canaux sont emportés du pont par la houle et la mer agitée. Pour sécuriser les 4 canaux de sauvetage restants, Jansen et ses collègues doivent se rendre de l'autre côté de la plateforme, qui se trouve haut au-dessus de l'eau. Ils doivent grimper sur le pont incliné du Keeland.
S'ils glissent, c'est l'océan glacé qui les attend en dessous. Même s'ils atteignent les canaux de sauvetage, rien ne garantit qu'ils pourront les mettre à la mer. Ils avancent sur la plateforme inclinée. Des hommes montent sur la plateforme et se glissent dans les canaux. Mais le Kieland continue de s'incliner. Les générateurs s'arrêtent, plongeant la plateforme dans l'obscurité. Des hommes sont coincés à l'intérieur des blocs d'hébergement. L'inclinaison du sol est si forte qu'ils ne peuvent pas sortir. Des chaises et tables glissent sur le sol dans l'obscurité. Sur le pont, des hommes escaladent les rambardes pour atteindre le sommet de la plateforme. S'ils restent en position en tenant les rambardes, aucun navire ne peut les atteindre. Le vent souffle à 60 à 70 milles à l'heure et un épais brouillard engloutit la plateforme. La plateforme penche maintenant à un angle de 60 degrés. Atteindre un canot de sauvetage semble être la seule chance de survie. La seule alternative est de tenter leur chance dans la mer du Nord glaciale. Ceux qui parviennent au canot de sauvetage sont encore confrontés à un problème majeur. Un canot de sauvetage est souvent mis à l'eau par gravité pour tomber dans l'océan, mais l'inclinaison de la plateforme empêche une trajectoire directe vers la mer. Les hommes peinent à libérer chaque canot de sauvetage, 3 restent coincés. Ils libèrent finalement le dernier, mais il n'y a pas assez de place pour tous. N'ayant plus d'autre choix, les membres d'équipage restants commencent à sauter du haut de la plateforme. Ils plongent à plusieurs mètres sous les eaux glacées, sans gilet de sauvetage ni combinaison de survie. Au contact de l'eau glacée, ils doivent résister au réflexe de reprendre leur souffle, sinon ils risquent d'inhaler de l'eau et de se noyer. Le froid de l'eau augmente leur rythme cardiaque et leur tension. L'équipage de l'EDA libère les canaux de l'EDA et envoie un signal de détresse. L'Alexander Kieland est incliné à presque 90 degrés. Les hommes dans l'eau luttent pour leur vie. Ils essaient de garder leur calme assez longtemps pour reprendre leur souffle. Puis ils commencent à nager vers la plateforme EDA. Les pontons supérieurs de l'Alexander Kieland sont complètement hors de l'eau. La plateforme inclinée agit comme une voile prise dans les vents violents. La première chaîne d'ancre cède sous la pression extrême, puis une autre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une intacte. Les hommes restés sur la plateforme sont piégés dans un navire qui coule. Le vent souffle toujours. La dernière chaîne d'ancre retenant le Kieland seront un peu plus de 20 minutes après que la première entretoise de soutien se soit détachée. Sans aucun soutien, la plateforme se renverse lentement, laissant les membres d'équipage piégés et luttant pour leur vie. 30 minutes après le premier bruit d'une soudure d'angle qui craque, l'Alexander Kieland de 10 000 tonnes se retourne complètement et se retrouve totalement inversé. 50 hommes sont piégés sous la plateforme chavirée. L'équipage de l'EDA voit des hommes lutter dans l'eau contre la pluie et les vents violents. Si les hommes ne sont pas vite sortis de l'eau, ils risquent de se noyer ou de mourir de froid. Un canot de sauvetage du Kieland refait surface, mais à l'envers. Des hommes dans l'eau grimpent d'un côté et utilisent dans leur poids et les vagues pour redresser le canot de sauvetage. Ils tirent leurs collègues vers la sécurité du canot de sauvetage, 19 hommes. Personne n'est préparé à une catastrophe aussi dévastatrice. Seule une poignée des 212 hommes à bord du Kieland parviennent à rejoindre la cabine pour récupérer leur combinaison de survie. Une combinaison de survie est une combinaison étanche créant un espace d'air entre le corps et l'eau. 47 navires, 24 hélicoptères et près de 2000 hommes ont répondu au signal de détresse de l'EDA. Seuls 89 des 212 membres d'équipage survivent. 123 se noient dans les eaux glaciales. La commission chargée d'examiner l'incident a conclu qu'une fissure de fatigue dans une entretoise de soutien sur l'une des colonnes de la plateforme était la cause directe. Une soudure insuffisante n'a pas été détectée lors de la fabrication, ce qui a entraîné la formation d'une fissure qui s'est agrandie avec le temps.